Bienvenue à tous les deux dans The Big Shift. Ça me fait super plaisir de vous avoir. On est en plein salon de l'agriculture à Paris en ce moment. Je n'y suis jamais allé. Je vais me faire bâcher sur ce coup-là. On est en plein salon de l'agriculture et en même temps, on est en pleine révolte agricole. Ou en tout cas, il y a un certain nombre de manifestations des agriculteurs en France, à Bruxelles, en Allemagne, notamment liées à la PAC, à la rémunération, à des projets de loi qui sont pas passés pour le moment sur la réduction des intrants chimiques dans les productions agricoles, etc. Donc voilà, c'est un très bon moment, je trouve, pour pouvoir faire cet épisode, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde agricole avec David Jiménez, comme tu le dis, Jiménez. On est en France. C'est différent. Toi, tu as une histoire. L'idée de cet épisode qui est très très cool, c'est qu'on va pouvoir plonger dans ton quotidien parce que toi, tu as repris une exploitation agricole. Moi, j'ai créé. Tu as créé une exploitation agricole. De zéro, ouais. Et on a avec nous Simon aussi, qui est un des cofondateurs de Ferme en Vie, donc qui est une foncière qui permet aux agriculteurs qui prennent des fermes ou qui reprennent des fermes de pouvoir partir avec un capital de départ quand c'est plutôt difficile aujourd'hui de le faire. Donc voilà, on a deux côtés d'une pièce, et puis je suis ravi d'enregistrer cet épisode avec vous. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, me parler un peu de votre parcours. Donc toi, tu as un parcours, on verra que finalement, en fait, peut-être que juriste, c'est le meilleur moyen d'arriver à une bonne fonction d'agriculteur derrière, donc c'est peut-être par une transformation de ta vie. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, David, ce que tu as vécu ? Moi, je suis j'ai vécu à la campagne, donc j'habite près d'Agen, et c'est vrai que j'ai fait des études. C'était la volonté de mes parents que je parte et m'instruise. Je suis devenu juriste, j'ai passé le concours d'avocat, j'ai exercé à Paris en tant que juriste. Et puis je suis redescendu en province, pour une raison, ma femme. Et ensuite, j'ai repris en fait une maison que j'ai rénovée de fond en comble. Et c'est vrai que je me suis installé à la campagne. J'ai eu 4 hectares autour de la maison et puis la tentation était grande d'acheter plus de terre. Et donc j'ai un voisin qui partait à la retraite et j'ai dit bingo. Donc j'ai acheté des terres en double activité au début et puis au final, on se prend facilement au jeu et me voici agriculteur à plein temps désormais. Et puis grâce à Fève, mon épouse a pu me rejoindre sur cette exploitation qu'on essaye de mener comme on peut. Ok, ferme égale Fève égale ferme en vie, donc c'est tout à fait. Ok, intéressant. T'aurais pu être influenceur aussi. J'achète une maison à la campagne et je la retape de mes mains tout seul. Ça marche très très bien sur YouTube. J'ai l'impression. J'y ai pensé. Ma femme tient un compte Insta sur le gîte et elle le fait très bien. Mais on a zappé toute la partie rénovation quand même qui était un peu lourde et surtout très longue. Ouais, c'est souvent le cas. Hein. Ouais. Trop stylé. Et toi, du coup, alors Simon, c'est quoi ton parcours ? Écoute, moi je suis un ingénieur agronome de formation. J'ai commencé comme beaucoup d'ingénieurs agronomes dans l'agroalimentaire, les grosses entreprises, en particulier Danone. J'ai fait ça pas mal d'années, en particulier dans les achats de matières premières agricoles. Et puis un jour, je me suis dit que c'était plus ce que je voulais faire, que ça manquait de sens, voire même ça allait pas forcément dans le bon sens du tout, puisque mon dernier poste, j'achetais du plastique pour mettre de l'eau en bouteille, chez Danone encore, Evian, Volvic et autres. Je me suis dit que ça collait pas avec ma sensibilité. Et donc, j'ai décidé d'arrêter, de monter une première boîte dans les circuits courts. Donc, pour rapprocher les agriculteurs de leur clientèle. Donc, vraiment de la logistique. Et puis, depuis 3 ans et demi, l'aventure de Fermes en Vie, dont je parlerai certainement un peu plus en détail. Tout à fait, ouais. Donc je disais, on enregistre cet épisode en plein milieu d'un salon de l'agriculture qui s'est démarré de façon un peu compliquée, avec du retard parce que l'entrée était bloquée, avec des huées autour d'Emmanuel Macron sur son allocution. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a une révolte agricole qui s'installe ? Qui est-ce qui commence ? Et ouais, chacun son tour. Compliqué de trouver une seule raison, et je pense qu'il n'y a pas qu'une raison. Hein. Moi, je suis convaincu qu'on arrive, comme sur beaucoup d'autres secteurs de toute façon, à un tournant où on va devoir changer totalement nos modes de production, nos filières, nos modes d'alimentation.
Si tu prends le transport, nos modes de transport, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui vont devoir changer. Je pense que l'agriculture est un peu en amont de ces sujets. Enfin, on va être impacté vite, du fait en particulier de l'envolée du cours des matières premières, donc à la fois pour l'aval, pour la commercialisation, mais aussi pour l'amont, parce que l'agriculture aujourd'hui dépend d'intrants, en particulier d'intrants à base de gaz, pétrole et autres. Donc l'agriculture est très vite impactée, va être fortement impactée, et voilà, beaucoup d'agriculteurs, je pense, se sentent perdus ou abandonnés, et d'où la révolte actuelle. Maintenant, malheureusement, je pense que les solutions qu'on met en avant sont pas du tout les bonnes. Ça, certainement pas déconnante pour arrêter la grogne temporairement, mais à mon avis, à moyen long terme, on va dans le mur. Donc voilà, ça risque de perdurer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis on va dans le mur, c'est parce que les solutions qui sont proposées pour essayer de calmer cette colère sont des solutions qui ne sont pas des solutions qui permettent d'avoir une pérennité dans les exploitations ? Certainement pas. Alors, il y a quand même, je pense, des bonnes solutions, mais tu en diras peut-être plus que moi là-dessus. Typiquement, travailler sur la trésorerie des agriculteurs, évidemment que c'est positif. Accélérer la PAC, accélérer le versement quand il y a des problèmes sur les cultures ou des problèmes d'épizootie, donc de maladies sur les animaux. Évidemment que ça va dans le bon sens, il faut aider les agriculteurs avec ça, donc ça très bien. Mais quand on commence à dire qu'il faut relâcher la pression sur la partie environnementale, évidemment que ça ne va pas dans le bon sens, enfin, c'est pas ce qu'il faut faire. Quand on refuse de toucher aux importations ou de limiter les importations et revoir les accords avec, en particulier l'Amérique du Sud, voilà, Mercosur, évidemment que ça ne va pas dans le bon sens. Alors voilà, il y a d'autres enjeux, malheureusement c'est des enjeux qui dépassent de beaucoup le milieu agricole. Et c'est certainement pas ce qu'il faut faire malgré tout. David, toi, comment est-ce que c'était quoi ton déclic où tu t'es dit ok, j'ai envie de me lancer dans l'agriculture? T'es rentré chez toi après avoir fait quelques années à Paris et t'avais déjà dans ta famille un historique agricole ou pas? Non, enfin après on a tous... Quand on vient de la campagne, a priori... On a tous, même, je pense, même venant de la ville, on a tous quelqu'un dans la famille qui a été paysan il y a 1 ou 2 générations, donc on est quand même assez proche du monde agricole malgré tout. Mais non, en fait, moi, j'habitais à la campagne, mes parents, on faisait du bois, enfin, c'était pas... On n'avait pas une activité agricole, mais mon père est fonctionnaire, enfin... Voilà, et c'est vrai que le voisin me faisait monter dans son tracteur, et c'est vrai que ça m'a toujours un peu attiré, et voilà. Donc, c'était un rêve de gosse. De monter dans un tracteur, quoi. Clairement. Tous les gosses rêvent de monter dans un tracteur. C'est très symbolique, le tracteur. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est très, pour un garçon... J'ai encore mon John Deere de quand j'étais petit. Voilà, exactement. Moi aussi. Maintenant, je l'ai en vrai, et voilà. En fait, le juridique, je suis passionné vraiment par le juridique. Ça m'a toujours éclaté et ça m'éclate encore. Mais c'est vrai qu'être dans un bureau, je pense que c'est dans l'air du temps. Beaucoup de ma génération ont cette sensation un peu d'être à l'étroit dans des bureaux. Donc voilà, je regardais quand j'étais en direction juridique par-dessus la fenêtre et je voyais des champs. Et je me suis dit à un moment donné, il faut que ça s'arrête. J'en ai pour 30 ans au minimum pour travailler encore jusqu'à la retraite. Donc autant faire ce qui me plaît. Et c'est vrai que j'ai une grosse, enfin, je suis foncièrement bio. C'est vrai que en plus la naissance de mes enfants a accentué encore ce besoin-là de consommer bio. Et c'est vrai que c'était le bon sens, quoi, de revenir à une évidence. Et en préparant cet épisode, je regardais, je me disais c'est bizarre quand même de passer de juriste, de transformer complètement sa carrière. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a 2/3 des nouveaux entrants dans la profession agricole qui sont pas du tout des gens qui viennent de ce milieu-là ou dans ceux qui reprennent des fermes. C'est plutôt des gens qui changent de métier, qui changent de vie et qui se disent tiens, je vais reprendre une ferme, un peu comme une sorte de besoin de retour à mettre les mains dans la terre, quoi. C'est bien. Et c'est bien. Est-ce que c'est plus simple pour des gens qui sortent qui viennent d'un secteur complètement différent de réapprendre des techniques qui sont peut-être différentes? Parce que du coup, là, ce qu'on disait avant avec Simon, c'est que il y a des agriculteurs qui savent pas trop s'en sortir parce que ils font comme ils ont toujours fait et qu'ils n'ont pas forcément la possibilité d'apprendre. Si on vient de l'extérieur, probablement qu'on n'a peut-être plus la possibilité de réapprendre et d'être ouvert à des techniques qui sont pas celles qu'on a connues dans le conventionnel, donc l'agriculture telle qu'on l'a fait en mode productiviste. Est-ce que t'as senti que c'était plus simple de venir dans ce milieu depuis l'extérieur ou tu penses que ça aurait été plus simple avec des compétences agricoles que tu aurais eu avant?
En termes d'accès au foncier, ça aurait été bien plus simple. Je le reconnais, d'outils d'exploitation pareil. Maintenant, je suis hyper satisfait de partir d'une feuille blanche où on dit souvent en agriculture, il faut tuer le père. Et c'est assez difficile quand on est dans une famille d'agriculteurs d'avoir une génération au-dessus qui dit il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Ouais. C'est pas comme ça, tu vas te planter. Tu vas te planter. Il y a une forte pression qui peut peser, je pense, sur un jeune agriculteur qui s'installe issu du milieu agricole. Et c'est vrai que je n'ai pas eu cette charge. Donc en fait, moi, j'ai fait ce qui m'attirait. Au début, mon projet était plutôt en permaculture. Donc voilà, les opportunités foncières ont fait que je suis parti plutôt en céréales. Et voilà, moi je trouve que c'est plus simple. Mais il faut être fin gestionnaire, je pense. Et il faut faire... Parce que l'endettement est supérieur, du coup, à quelqu'un qui est dans le cadre familial. Mais bon, c'est pas impossible. Je pense que Parce que la cession du foncier est plus évidente quand on est dans un cadre familial, c'est ça? Oui, clairement. Oui. Clairement. Et c'est d'un capital, ouais. Oui. Donc, et c'est vrai que l'accès au foncier, pour moi, est extrêmement difficile. L'accès au matériel agricole qui coûte quand même... on a un outil de travail qui coûte excessivement cher. Alors, il y a toujours les cubains, il y a toujours... Mais c'est vrai on se confronte à une mentalité agricole qui n'est pas toujours aussi simple qu'on affiche sur les salons. Et ça veut dire quoi? Non, mais c'est vrai que le monde agricole est difficile. L'accès au foncier crispe beaucoup les agriculteurs. C'est leur vie, quoi. C'est leur retraite, c'est leur. Ils sont tous en concurrence, en définitive. Il y a une grosse concurrence. Là, il y a des guerres violentes dans les campagnes et je le comprends, mais c'est vrai que bon. En fait, ça me paraît un peu critique parfois. Vu de l'extérieur, ça me paraît hyper bizarre parce que. On a dit que dans les 50 dernières années, il me semble qu'on a perdu la moitié des exploitations ou plus. Donc en fait, l'accès au foncier devrait être hyper simple parce qu'il doit y avoir un tas de fermes abandonnées avec des terres. Donc on pourrait se dire, en fait, il suffit de claquer des doigts et on peut être propriétaire. Alors évidemment, on n'a peut-être pas la machinerie qui va avec, mais au moins la terre et la ferme, on doit pouvoir l'avoir facilement, puisqu'on manque d'agriculteurs aujourd'hui. Les fermes grossissent, donc c'est ça. Donc en fait, c'est plutôt les fermes par deux, mais elles ont fait x2. Ouais. Donc le foncier, il a juste été récupéré dans les mêmes mains. D'accord. Donc en fait, c'est plutôt des grosses exploitations agricoles qui récupèrent l'ensemble du territoire. Est-ce que c'est ça le gros problème fondamentalement de l'agriculture d'aujourd'hui ou pas en France? Bon, c'est pas le gros problème, c'est un des problèmes. Et là, pour le coup, on va aussi dans le mur. C'est qu'aujourd'hui déjà, on se retrouve avec des exploitations de 1000, 1500, 2000 hectares. Et pour trouver des repreneurs pour des exploitations comme ça... J'ai du mal à me... tu veux dire en taille, en vrai, c'est je pense. 1000, 1500 hectares, c'est... c'est le calcul, mais c'est quelques kilomètres carrés, donc c'est énorme. Et puis en termes d'investissement, c'est colossal, donc c'est impossible de transmettre en fait à un repreneur, ou à moins que ce soit un repreneur qui est lui-même déjà 3000 ou 4000 hectares et qui grossit encore plus. Mais donc c'est... Comment ça va se terminer? C'est soit des entreprises qui achèteront ça, ou des fonds financiers. Soit il faudra démanteler et retrouver une taille plus cohérente avec ce que peut faire une personne ou un entrepreneur. Enfin, je pense que tu peux en parler aussi, David, là-dessus, un peu ta vision, mais il y a un moment, la course à la taille ne doit pas aller trop loin. Et pourquoi on fait cette course à la taille alors aujourd'hui? C'est le problème de rentabilité. Rentabilité, économie d'échelle, voilà. Parce qu'on pousse aussi à ce que l'agriculture produise pour pas cher. Donc pour pas cher, ça peut être beaucoup d'intrants, mais c'est aussi de la simplification des itinéraires techniques, des modèles et des grandes fermes avec beaucoup de matériel très performant. Voilà, enfin c'est tout. Mais je veux dire, tu retrouves ça dans l'industrie, dans plein de milieux. Et donc on a besoin de faire des économies d'échelle, et donc on fait des fermes de plus en plus grosses et on y met de moins en moins de personnes. Ouais. Après, je mets une nuance. À ne pas opposer, je pense, ces deux modèles. Il peut y avoir des gros, et j'en ai un en tête vraiment particulièrement en Lot-et-Garonne, qui fait du très bon boulot sur des surfaces de comme ça. Il y a des salariés, c'est géré, et puis il y a une grosse quand même appétence pour l'agroécologie et l'écologie. Donc c'est vrai que oui, il faut faire attention. Moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a le petit agriculteur, ceux-là, il faut les multiplier. Il en faudrait, pas des millions, mais il en faudrait des centaines de milliers. Et ça, j'invite les gens à peut-être aller faire un projet en petit maraîchage, petite exploitation qui se autosuffisant. Mais il faut trouver les porteurs de projets. Ça, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une période où tout le monde ne se rue pas non plus vers l'agriculture.
Après, on a le modèle intermédiaire qui, lui, je pense, est vraiment dans le mal. C'est ceux qui traversent toutes les crises parce que il faut faire aussi de là, à partir d'une certaine surface, appel à des compétences un peu de gestion. Et je pense qu'il fait un peu défaut parfois quand on reprend une exploitation, on se dit nous on va travailler la terre, c'est uniquement ça. Mais non, le métier a changé, on n'est plus des paysans à ce niveau-là, on est des entrepreneurs. Et après il y a le modèle très gros où là clairement là il faut contrôler. Là, moi, je pense que les pouvoirs publics, enfin, je sais pas qui, enfin, le gouvernement, enfin, l'État, doit vraiment être vigilant sur ce modèle en termes de capitaux, de prise de participation à l'entrée, qu'il n'y ait pas d'investisseurs étrangers ou qu'il n'y ait pas de gros financiers, et du coup, qui dépossèdent de l'agriculture. Mais par contre, ces gens-là, bon, sur l'écologie, voilà. Je pense que là, il y a un gros travail à faire. C'est-à-dire que le problème, fondamentalement, c'est la taille. Si, par exemple, on arrivait à transformer une énorme exploitation qui, aujourd'hui, qui cherche le rendement et qui est en agriculture productiviste, donc c'est-à-dire avec beaucoup d'entrants, avec des logiques de rendement à l'hectare, si on arrivait à la transformer, est-ce que ce serait toujours un problème qu'elle ait une grosse taille ? Je pense pas. Après, non. C'est juste parce que c'est plus difficile de transformer une grosse exploitation que de transformer une exploitation de taille moyenne ? C'est pas le même coût, quoi. Et si t'as pas le même matériel, tu dois changer tout le matériel, tous les itinéraires, c'est plus conséquent. Mais sinon, fondamentalement, que ce soit gros. Enfin, le problème n'est pas la taille, en fait. C'est un symptôme plutôt, la taille. Oui, c'est ça. Mais fondamentalement, ce qu'il faut faire, c'est aller vers du bio et conservation des sols et autres, que ce soit sur une grande exploitation ou une petite. À la rigueur, même sur une grande exploitation, on convertira plus vite, plus de surface. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, ça va de sens avec Simon, mais l'agriculture de conservation, je tiens à en parler. C'est vrai que c'est toujours prôné, c'est fantastique, mais Simon est de cette école-là aussi, mais c'est l'agriculture de conservation en bio. Ça, j'y tiens, parce que c'est vrai qu'il y a une petite confusion qui s'opère souvent. Entretenue par certains acteurs. Certains. Voilà, c'est le bio, pour moi, est fondamental sur tous les systèmes, quoi. Ok. Petite précision. Ouais. Qui a son importance. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que toi tu fais sur ta ferme aujourd'hui ? Ça fait combien de temps que tu l'as repris ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Alors, tu as été aidé de Fève. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est organisé ? Et puis maintenant, ce que tu fais et comment est-ce que tu fais pour être rentable sur une exploitation Donc, tu m'avais dit 40 hectares, je crois. Un peu plus. T'as plus maintenant ? Non, je cultive, parce que j'aime pas le terme exploitant. Je cultive 350 hectares environ. D'accord, ok. Donc voilà, j'ai fait, moi ça fait bientôt 5 ans, 4 ans que je suis jeune agriculteur. Ça s'est fait de manière extrêmement rapide, mais après, au début, je démarrais avec 80 hectares, avec de la mise à disposition, des statuts assez précaires. Donc c'est là où Fève a une grosse mission de faire un accès au foncier. Mais non, en fait, j'ai grandi parce qu'on m'a fait confiance, on a vu que je travaillais bien, je pense que je suis plutôt sérieux, et mes pratiques sont plutôt intéressantes. En fait, moi, mon état d'esprit, c'est travailler avec du bon sens paysan, quoi. En fait, c'est revenir à des choses simples. C'est éviter le labour. Enfin, moi, je ne laboure plus sur mes champs, donc j'ai totalement banni le labour. Ça, il y a une érosion. Moi, je le vois en ce moment. On n'a pas pu semer dans les temps. Dès qu'il y a des terres nues, il y a une érosion qui se fait dès qu'il y a des grosses pluies comme actuelles. C'est très compliqué. En fait, j'implante des couverts végétaux, je couvre au maximum mon sol. Je fais des diversités, donc je mélange à la fois des céréales et des légumineuses, des pois, des févroles. J'intercale beaucoup j'alterne culture d'été et culture d'hiver. Voilà, je plante des haies. Là, j'ai une subvention au niveau régional pour planter des haies. Donc, je vais d'ailleurs demander à beaucoup, si des Parisiens veulent venir, avec grand plaisir. Et notamment, je pense que je vais les solliciter. Pourquoi ? Pour faire des cocktails et aller planter, c'est ça ? J'ai eu, c'est assez subventionné, c'est vrai. Et moi, je le vois sur mes terrains. J'ai repris des terres où c'était de l'agriculture conventionnelle et les cédants étaient hyper fiers, en fait, d'avoir des grands îlots où il y avait des fossés tondus à blanc. Et ça, c'est une exploitation propre que je te donne. Ah ouais, exactement. Et ça, pour eux, c'était vraiment un challenge de céder un outil de travail qui sera facilement cédable et nickel. Moi, je suis nickel de leur point de vue. Oui, c'est ça. Voilà. Oui.
Mais alors moi, du coup, quand ça fait 2 ans, au bout de 2 ans, ils sont venus me voir. Mais pourquoi tu laisses pousser dans les fossés? Pourquoi tu laisses... Mais en fait, bon, c'est des refuges auxiliaires, c'est fantastique. Enfin, c'est des nichoirs pour les animaux. Enfin, pour les... C'est moins de taf aussi. Et je suis assez d'accord. C'est moins de travail. Enfin, moi, les pareuses, je hais cet outil. C'est vrai que, bon, voilà, après, il faut de l'entretenir. Mais l'entretien, c'est aussi du bois pour l'hiver. Enfin, c'est hyper intéressant, hein, de manière... Mais là, c'est des refuges, enfin, c'est pour les animaux. Donc j'essaye de travailler du mieux que je peux et essayant de travailler le moins possible. Combien de temps ça t'a pris de faire cette transformation de ces terres-là en conventionnel vers du bio et surtout 3 ans pour que ça soit labellisé bio. Ouais. Mais après mais t'étais productif dès la première année ou pas? Ou ça a été compliqué de faire ce En fait, moi, j'ai fait le choix. Mon système, il est basé sur une tête de rotation luzerne. Donc, ce qui me permet, en fait, durant la période de conversion, de laisser au repos les terres. Elles auraient été quand même beaucoup travaillées avant. Donc, en fait, j'implante ma luzerne. Je la laisse pendant 2 ans. En plus, c'est la période dans laquelle elle n'est pas bio, donc ça permet aussi de nettoyer. La luzerne a d'énormes qualités. Bon, elle déstructure le sol, enfin, elle permet à l'eau de rentrer dans le sol, elle fournit de l'azote. Et en fait, c'est une excellente tête de rotation où, en N+2, elle va restituer beaucoup d'azote. Donc, en fait, moi, je ne fertilise plus, je ne fertilise nullement mes champs. À part un peu quand je mets des moutons qui, comme on dit, ont un broyeur à l'avant et un épandeur à l'arrière. Mais c'est vrai que je ne fais pas d'intrants. Et ça, j'y suis attaché. Parce que, bon, déjà, je trouve qu'aller matraquer les terres durant l'hiver, à mettre de l'engrais avec des tracteurs assez imposants, je trouve que ça n'a pas de sens. Et je trouve que la pire invention qu'on a fait, mais aussi la meilleure, hein, mais c'est le 4 roues motrices. Dans les champs, en fait, il faudrait partir du principe qu'un tracteur, s'il ne rentre pas dans le champ, c'est pas le moment. Et ça, on a tendance à l'oublier. Aujourd'hui, on rentre à tout moment de l'année dans les champs, et c'est pas bon. Il y a des engins de plus en plus gros. Et voilà. Et tu disais les moutons aussi, donc ça veut dire que tu as acquis des cheptels? Ah oui, alors j'avais, mais c'est vrai que bon, on peut pas tout faire. J'ai des animaux, j'ai des cochons aussi, parce que l'idée c'est de boucler la boucle. Comme je fais mes semences fermières, en fait, tous les déchets du triage, on appelle ça, part aux animaux. Donc on valorise comme ça aussi des cultures sales, quoi. En fait, tout le mauvais du triage part du coup aux animaux. Ça, j'y suis attaché. Bon, j'ai développé du coup une marque, Les Semeurs de Pain, qui me permet aussi d'aller au bout. Donc moi, l'idée, quand je me suis installé, c'était vraiment d'arriver à un produit fini. Donc là, on y arrive. Je me suis associé avec une boulangère et on transforme du coup donc en pain qu'on commercialise, du pain au levain en bio. Et on est assez fiers de ça, parce qu'enfin, on touche du doigt un produit. Et on parlait un peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'en termes de rentabilité, la rentabilité sur une exploitation, elle est nulle. Enfin, c'est très dur. On ne fait pas l'agriculture pour avoir de la rentabilité, sinon on change de métier. Mais après, par contre, on peut avoir un petit peu plus de rentabilité sur des produits transformés et du coup, au fini. Et c'est ça le principe de la ferme à la fourchette? Exactement. C'est du champ à l'assiette. Du champ à l'assiette. Moi, c'est ça, c'est vraiment boucler la boucle. Et là, je suis vraiment sur un projet intermédiaire de meunerie, parce qu'aujourd'hui, je le fais faire à façon. Et c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de maîtriser tout. En termes humains aussi, ça nous permet d'embaucher. Et moi, j'aime bien travailler avec des équipes. D'une façon générale, est-ce que tu as l'impression que sur une surface de 350 hectares, ça te prend... tu peux boire ton verre d'eau tranquille, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as l'impression que sur une surface de 350 hectares, avec la façon dont tu le fais aujourd'hui, ça te prend plus ou moins de travail que faire en conventionnel? Alors moi, j'ai un indicateur simple, c'est que je ne consomme pas plus de GNR qu'un conventionnel. Donc en fait, je passe ça, c'est le gasoil non routier, donc c'est en gros le carburant qu'on met dans les engins agricoles. Exactement. Et en fait, comme j'associe les cultures, en fait, on a... Mais ça, c'est hérité de l'après-guerre. On veut de la monoculture, on veut produire. On n'aime pas la diversité. Mais en fait, dans les champs, les plantes sont complémentaires. Il y a des liens en dessous. Et c'est fantastique. Ouais. On a peur de la nature aujourd'hui, hein, mais non, au contraire. Hein, c'est un formidable allié, quoi, la nature. Et ça, moi, vraiment, j'ai un principe. Je finis de semer. Bon, allez, là, on a été un peu plus long sur les semis, parce que les conditions n'étaient pas très bonnes. Mais allez, novembre, décembre, quand j'ai fini de semer, moi, j'y reviens plus jusqu'à la récolte. Tu pars au ski? Exactement. Avec de la neige artificielle. T'es le seul agriculteur qui part en vacances, c'est ça? Moi, l'eau, ça me sert pas à irriguer mes champs, ça sert à sur les montagnes. Non, je rigole, mais c'est vrai que oui, en fait, je pense qu'il faut laisser la nature faire.
Et c'est vrai qu'en réfléchissant sur son assolement, sur sa rotation, moi j'ai des rendements en bio qui sont de 37 quintaux, parce que c'est une légumineuse avant, du coup, qui restitue l'azote. Et 37 quintaux en bio, bon, c'est vrai que les prix ont baissé, donc c'est vrai que c'est là où on est dans le mal un peu en ce moment. Mais c'est correct, c'est plus que correct. Donc aujourd'hui, si on regarde un peu comment fonctionne ton exploitation, donc tu as tes céréales sur l'équivalent de 350 hectares ou Alors j'ai des céréales, j'ai tout type de céréales. D'accord. J'ai du petit épeautre, j'ai du seigle, j'ai blé, orge, triticale. Et ensuite j'ai les cultures plus de printemps, j'ai du sarrasin, du tournesol. Bon, de soja j'ai arrêté parce que c'est pareil, là c'est très gourmand en eau. Donc là c'est pareil, encore une fois on touche au problème de l'eau, mais on va peut-être l'évoquer plus tard. L'eau, je pense qu'il faut peut-être essayer de faire sans, hein, il faut clairement. Et c'est vrai que oui, j'ai une grande variété d'espèces sur mon exploitation. Et donc tu en utilises une partie pour ta propre production et puis tu en revends une autre partie en direct peut-être? Alors aujourd'hui, oui, je vends beaucoup sur une société de négoce qui me rachète mes cultures. C'est difficile. Parce qu'en fait, on a une conjoncture qui n'est pas bonne et les prix ne sont pas là. Donc c'est là où je m'associe quand même aux revendications des paysans. C'est aujourd'hui, le blé, il n'est pas correctement payé. Ça c'est clair. Malgré la production de qualité, vous n'arrivez pas à faire... Exactement. Donc, et malgré les prix de vente, c'est ça qui est affolant. C'est que les prix de vente aux consommateurs ont quasiment pas baissé. Ils sont hyper élevés, des pâtes et tout ça. Mais en amont, l'agriculteur touche plutôt beaucoup moins. Donc il y a un vrai quand même souci dans la filière. Hein. Ouais. Et donc, moi, la crise en Ukraine, notamment, on nous dit qu'il y avait la crise en Ukraine, on avait peur de manquer de blé, ça a été une affaire. Et nous, à côté, dans nos fermes, on n'arrivait pas à le vendre le blé. Alors, je sais pas, il y a un truc je suis peut-être pas dans la boucle, mais ouais, il y a un truc qui cloche. Je pense qu'il y a beaucoup de spéculation aussi, mais bon, après, je suis pas un spécialiste de la finance et c'est pas mon domaine. Donc t'as ça. Ensuite, du coup, ton activité de boulangerie, c'est l'activité principale de rentabilité sur ton exploitation. Je la lance, donc pour le moment, c'est pas encore suffisant, mais oui, on espère que c'est plutôt là où on va obtenir une rentabilité. Mais rentabilité, on parle de l'agriculture aujourd'hui parce que c'est le salon, parce que les agriculteurs, encore une fois, c'est une période creuse pour eux, donc ils ont le temps d'aller revendiquer. Et quand viendra le moment d'aller dans le champ, on les verra plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le souci, ça touche tous les domaines. Moi, la boulangerie est en grosse crise avec la crise de l'énergie. On a les commerces de centre-ville qui se à Paris, ça va peut-être, mais c'est vrai que quand on va en province, les centres-villes se vident. En fait, on a tout ce qui est commerce, artisanat, des modèles qui s'effondrent au profit des grandes chaînes, des gros. Et ça, c'est vrai que là, il y a peut-être quelque chose à faire, mais là, ça appartient au domaine de la politique. Et je les invite à avoir une vision sur 20, 30, 50 ans, voire plus. Mais c'est vrai que les politiques, je pense, aujourd'hui, ont un gros rôle à jouer. Mais tu vois, quand tu parles de vision et quand on parle de toi, la transformation que tu as actée, j'ai du mal à comprendre. Donc aujourd'hui, les agriculteurs sont représentés par 5 syndicats, dont un qui est très majoritaire, qui doit représenter 50% à peu près des agriculteurs, et qui est donc complètement contre l'arrêt des intrants chimiques, notamment glyphosate, etc., et qui est vraiment vent debout contre ces propositions européennes. Avec tout ce que tu dis, on comprend que c'est quand même des visions très court-termistes de lutter contre ça. Qu'est-ce qui fait que les agriculteurs n'arrivent pas à voir plus loin que ça? Un problème d'accompagnement, je pense, des agriculteurs. Il ne faut pas leur jeter la pierre. Hein. Ils font ce qu'ils peuvent, mais je pense qu'ils n'ont pas peut-être toutes les connaissances. Et ensuite, souvent en conventionnel, c'est pas l'agriculteur qui trop décide, c'est plutôt des conseillers techniques, des conseillers commerciaux qui leur vendent les engrais, qui leur disent là il faut passer tel engrais, là il faut tel fongicide, tel. Ouais, et c'est vrai qu'ils sont un peu dépossédés même de leur travail. Et c'est vrai que moi j'ai des témoignages d'agriculteurs qui sont passés en bio, qui ont dit en fait on redécouvre notre sol, quoi. On est attentif, on descend du tracteur, on va toucher, on va voir. Et ça c'est vrai que en conventionnel, c'est produire. Et c'est encore cette vision d'après-guerre où il fallait produire et nourrir les Français. Aujourd'hui, c'est pas la même problématique. Je pense qu'il faudrait changer, quoi. La vision, il faut changer de vision. Oui, moi, j'avais pas du tout ce point de vue. En fait, l'agriculteur, c'est vraiment celui qui passe le tracteur, mais c'est pas du tout celui qui décide de ce qu'il faut faire, quoi. Alors, pas tous. Hein. Non, j'imagine. Mais oui, je comprends beaucoup. Moi,
Sur une commune là où je suis, c'est vrai que j'ai un agriculteur qui est passé en bio, pour des raisons, je ne vais pas le dire, mais il m'a appelé, il me dit, mais comment je fais? Il ne sait pas, il ne savait pas semer du blé, il ne savait pas, personne ne lui dit, quoi. Donc, c'est quand même inquiétant. Enfin, le paysan qui ne sait pas semer, c'est assez compliqué. Il ne savait pas quoi faire, il était perdu. Donc, il m'a appelé, moi, petit jeune, ça fait 4-5 ans que je suis dans l'agriculture. Lui, ça fait 4 générations qu'il est dans l'agriculture. Il a hérité de terres bio, là, il était contraint de rester en bio, il ne savait pas comment les travailler. Ouais, je comprends. Donc, je trouve que c'est assez inquiétant. Mais c'est pour ça qu'il faut cet échelon intermédiaire de moyenne exploitation. Hein. Mais là, c'est sur cette échelle-là qu'il faut se concentrer et aller les accompagner. Mais les accompagner aussi financièrement, parce que moi, on a lancé des aides à la conversion qui sont fantastiques. Mais en fait, on a eu un appel d'air où beaucoup d'agriculteurs sont passés en bio. Et puis en fait, quand ils ont passé la durée de conversion, en ce moment, avec la crise du bio, ils repartent en conventionnel. C'est quand même dommage d'avoir mis autant d'argent pour au final ne pas faire le suivi après-vente, quoi. Et ça, on a certaines régions qui ont supprimé les aides au maintien en bio. Bon, c'est quand même dommage. Après, on espère quand même vivre d'autres choses que des aides. Mais déjà, c'est une incitation. Donc, c'est quand même plutôt dans le bon sens, je trouve. Ouais. Mais sur ce passage à l'action, on voit qu'on a de moins en moins d'agriculteurs qui sont prêts à se lancer. En revanche, pour ceux qui le sont, il y a quand même une marche financière qui est importante. On l'a évoqué rapidement en filigrane, mais c'est quoi FEV et comment est-ce que vous aidez du coup des porteurs de projets, donc que vous êtes censé quand même aller chercher avec les griffes, parce qu'il y en a quand même pas beaucoup. Comment est-ce que vous faites pour les aider? En fait, notre vocation, c'est à la fois d'installer des jeunes et de promouvoir l'agroécologie. Et on s'est dit qu'effectivement, la difficulté pour installer un jeune, c'est le financement d'une reprise d'exploitation. Il faut financer du foncier, il faut financer des bâtiments, il faut financer du matériel, il faut financer potentiellement du cheptel si on est éleveur. Ouais, de la formation. De la formation, on va dire, allez, en admettant qu'ils sont déjà formés, qu'ils arrivent et qu'ils ont tout ce qu'il faut en termes de formation. C'est au bas mot 200 ou 300 000 euros sur une petite structure, et puis ça peut vite dépasser le 1 million d'euros, voire beaucoup plus pour une structure plus importante. Un jeune qui s'installe, sauf s'il hérite de la ferme de ses parents, c'est impossible. Donc il n'y a pas 36 alternatives, donc c'est en général ils sont locataires, ils s'endettent sur la partie matérielle cheptel. Et souvent, ils dépendent d'une coopérative qui va leur prodiguer, qui va à la fois leur vendre les intrants, leur acheter la production, et puis leur prodiguer les conseils. Et puis ils se remettent dans un système où ils sont contraints. Donc nous, notre choix, ça a été d'essayer de casser un peu ce modèle-là et de redonner de l'autonomie à la fois de décision et financière aux agriculteurs en finançant le foncier. Donc c'est-à-dire qu'on a créé une foncière solidaire qui collecte de l'épargne citoyenne, qui va racheter les exploitations agricoles pour le compte des agriculteurs, installer ces porteurs de projets dans un bail environnemental, c'est-à-dire on met des clauses agroécologiques, le bio en particulier, qui est aussi un socle pour nous. Donc on les installe, ils ont une option d'achat, c'est-à-dire à tout moment, s'ils le peuvent, s'ils le souhaitent, ils peuvent racheter le foncier, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir totalement indépendants à terme s'ils en ont envie. Et puis, on va les accompagner, une fois l'installation faite, potentiellement aussi un peu post-installation, sur ce suivi des pratiques agroécologiques. Mais ce qui fait que du coup, ça leur libère quand même des capacités d'investissement pour autre chose que le foncier et les bâtiments. Et en particulier, investir sur cette transition agroécologique qui peut être compliquée, coûteuse. Effectivement, quand on commence que zéro trésorerie, on a intérêt que la première année se passe très bien, parce que sinon, on peut être dans le rouge dès la première année. Donc voilà, c'est leur redonner un peu de marge de manœuvre pour envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité. Et alors, quand tu dis du financement citoyen, ça veut dire que... Juste, je précise, il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'accès au foncier. Le fermage, il est très difficile, parce que c'est un statut hyper protecteur de l'exploitant, et les cédants qui arrêtent, ils ne veulent pas donner un fermage à un jeune qui démarre. Donc en fait, c'est là où je félicite les FEV, c'est que en fait, ils répondent à une problématique où les jeunes qui n'ont pas d'accès hors achat n'ont pas accès au fermage, tout simplement.
Et bien en fait, Fev, c'est vrai qu'ils permettent d'être locataire avec une option d'achat en plus. Donc c'est vrai que c'est doublement la mission. T'es locataire aujourd'hui ou t'as pu reprendre en achetant? Mais non, parce que toi, t'as fait tes travaux, t'as tout récupéré à la main. Non, sur les terres, hein, il était locataire. Oui, ok, d'accord. Ah non, même pas. J'étais même pas locataire. Et c'est là où c'était difficile. J'ai été en prêt à usage au niveau des conventions de mise à disposition, qui sont des contrats d'un an, où en fait, on peut être mis à la porte jour au lendemain. Sous 6 mois. Il y a 6 mois, donc c'est renouvelable tous les ans. Et c'est vrai que Fev, c'est vrai que pour le coup, garantit le fermage. Et l'accès à la propriété quand, en effet, la trésorerie le permet. Donc c'est vrai que c'est une flexibilité que je trouve... c'est vrai que je pense que je ne suis pas dans les premiers porteurs de projets, mais c'est vrai que dès que j'ai entendu parler de Fev, c'est vrai que je trouve ça fantastique. Ils répondent à une problématique aujourd'hui qui est extrêmement difficile pour les porteurs de projets, quoi. Et ça, je pense qu'ils ont, ils ont trouvé le... On a compris un truc. On a trouvé le problème. Quand tu dis financement citoyen, ça veut dire que moi, Xavier, là, je peux décider de mettre un billet de 100 et d'aller financer la prochaine ferme de David. Si tu n'as pas encore mis un petit billet, eh ben, écoute, je t'engage à le faire. Moi, j'ai mon sponsor en ce moment, c'est la Nef, donc il s'est parti là-bas. On travaille avec la Nef, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, alors c'est hyper accessible. C'était aussi, en fait, un des enjeux derrière Fev. C'est de se dire, on va pas faire juste de la finance. On s'est dit, on va aussi essayer d'engager le citoyen pour que les citoyens aient son mot à dire sur la transition agricole. Parce qu'on pose la question dans la rue, honnêtement, je pense que 90% des gens te disent qu'ils ont envie de manger. Non, qu'ils ont envie de manger mieux, de meilleure qualité, bio, machin. Ils le font pas tous, mais tous, ils l'expriment en tout cas. On s'est dit, ok, donnons un peu le pouvoir aux citoyens et que le citoyen puisse financer ces installations. Donc, on a effectivement mis en place une foncière qui permet de récupérer... alors je vais pas dire des dons, mais des mises de 500 € jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on a vraiment tout type de citoyens qui peut financer. Et en 2023, donc on a levé 7 ou 8 millions d'euros. C'était 90% de fonds issus de citoyens comme toi et moi. Et après un peu d'institutionnels. Et comment ça se passe concrètement? Tu disais du don, ça veut dire que... Non, je dis pas que c'est du don, mais en fait, en gros, les gens qui mettent 500, 1000 euros, dans leur esprit, c'est quasiment du don. C'est-à-dire, s'ils les perdent, c'est pas grave. Après, tu as des gens qui mettent 10, 20, 30 000 euros. Eux, ils cherchent aussi une optimisation fiscale. Là, c'est l'avantage de notre structure qui est... ESUS. ESUS, donc économie sociale et solidaire. Et donc, te permet d'avoir 25% de réduction d'impôt quand tu investis dans cette foncière. Donc, c'est très intéressant parce que la rentabilité de l'agricole n'étant pas énorme, c'est une vraie petite carotte. Oui, c'est ça. Et je sais pas si ça vous pose souci, mais aujourd'hui... il y a un grand nombre de banques qui proposent des fonds garantis à 3 ou 4% sur des fonds euros, par exemple, qui sont des fonds garantis. Si vous proposez 1 à 2% sur des fonds qui peuvent éventuellement ne pas l'être, effectivement, ça s'approche plus de la philanthropie de la part des citoyens que du vrai placement, quoi. Ouais, alors c'est quand même pas de la philanthropie parce que je vais pas dire que le placement est totalement sécurisé, mais bon, la terre agricole, c'est pas un placement très risqué. Donc même si on n'a pas une grosse rentabilité, on récupère normalement quand même sa mise. Donc c'est quand même pas du don. Mais effectivement, on peut souffrir un peu avec l'envolée des taux. En plus, les rendements qu'on promet, en gros 3%, ils sont pas extraordinaires. Mais la première raison pour tous les investisseurs, ça n'a jamais été la rentabilité. C'est toujours la raison, le fait qu'on subventionne une transition agroécologique et qu'on installe des jeunes. Enfin, c'est ça la première raison pour laquelle les gens le font. Donc, et c'est pour ça qu'on veut qu'ils le fassent. Si on commence à attirer des gens qui font ça juste pour la rentabilité, je pense qu'il y a des questions à se poser. Vous avez accompagné combien de fermes, ou d'agriculteurs plutôt? On a accompagné à peu près 25 porteurs de projets installés sur 18 fermes. Et on prévoit d'en faire, on aimerait en faire 25 cette année. Voilà. En plus. En plus. Ouais. Donc on est clairement en phase d'accélération. Et ça représente quoi en hectares? Parce qu'on parlait tout à l'heure un peu de Passé, on a bouclé l'année à 1200, 1300 hectares. D'accord, donc tu représentes une belle part quand même de ce total. On a quoi 60 hectares. Ouais, c'est ça, on a financé que 60 hectares parce que les autres sont encore en location, mais dès qu'elles se mettent en vente, on est prêt à agir. C'était l'occasion. Après, c'est vrai que j'appuie encore, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques, par exemple, aller devant une banque en disant je vais m'installer agriculteur en bio, c'est pas possible. Direct. Ah ouais, non. Aujourd'hui, les banques, elles ont mis un coup de frein sur le bio. Autant à une époque, moi, j'ai bénéficié un peu de cette accélération. C'était post-Covid, là où il y avait une mode sur le bio. Et c'est vrai que les banques ont suivi sur mes premiers achats de foncier. Mais là, dernièrement, il y a frein à main, quoi. Donc, c'est vrai que Fev, pour le coup, finance le bio.
Et ça, l'accès au foncier en bio. Et c'est quand même un gros problème qu'on a avec les banques, c'est qu'ils ont quand même zéro vision dans l'ensemble. Et le premier d'entre eux, je veux pas me faire d'ennemis, mais le Crédit Agricole, là-dessus, il y a des gros manquements quand même de leur point de vue. Ils sont là quand même pour soutenir l'agriculture. C'est dans le nom. Ils soutiennent les énergies renouvelables, le photovoltaïque, ils soutiennent. Parce que voilà, il y a de l'argent qui s'y met, il y a de la rentabilité. Punaise, qu'ils soient pas capables d'avoir une vision de long terme et qui, comme les distributeurs qui du jour au lendemain arrêtent le bio parce qu'il y a des petits soucis, et le Crédit Agricole s'aligne et arrête de financer. Enfin, c'est hallucinant, ces stop and go. Si les banquiers font pas leur boulot, ok, FEV va le faire, mais c'est pas normal. Il y a un problème. J'ai l'impression que de toute façon, la partie manque de vision, c'est souvent ce qu'on retrouve dans un grand nombre de secteurs. Malheureusement. Et d'ailleurs, sur le secteur bancaire, on se dit souvent financement des énergies fossiles, manque de vision. De vision ou de frilosité, je sais pas lequel des deux. Je pense que la vision, en fait, ils l'ont un peu, mais ils sont frileux, ils sont pas courageux, quoi. Puis après, il y a l'économie, il y a aussi des lobbies, il y a beaucoup de choses. Je pense que si on se ferme sur le conventionnel, on aura des... Comment est-ce qu'on peut faire alors pour... parce que tu disais qu'il y avait quand même une grosse partie qui était éducationnelle sur ces agriculteurs qui savent pas comment faire. Donc tu parlais de ton voisin qui a aucune idée de comment faire alors qu'il y a 4 générations. On ne connaîtra pas. Le petit village de... Non, mais j'imagine que s'il t'a demandé des conseils, c'est qu'il est un peu au courant quand même, quoi. Oui. J'espère pas que tout le monde soit au courant que je l'ai. Non, mais du coup, qu'est-ce que ça pourrait être le truc Est-ce que en fait, FEV devrait faire de la formation et en fait, pourquoi est-ce que dans les écoles comme l'ISA, les instituts agronomiques qui forment les prochains agriculteurs, je pense que c'est là le cœur. Et moi, j'ai des jeunes en apprentissage, j'en ai même 2 qui se reconnaître aussi. Mais c'est vrai que je trouve que la formation agricole aujourd'hui, c'est quoi, ça pêche ? Ça pêche, drôlement. Et c'est vrai que quand on fait le tour des cultivateurs, des agriculteurs, ils ne veulent plus d'apprentis. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais moi, je crois beaucoup, du coup, à la formation par l'apprentissage, justement. La formation académique, de toute façon, en agricole, si tu as fait 2-3 saisons, en fait, tu sais rien faire. Donc, moi, je crois beaucoup à l'apprentissage sur les exploitations et c'est là-dessus que le gouvernement devrait vraiment agir fortement sur comment on aide les agriculteurs à accueillir chez eux des apprentis ou des salariés, mais salariés peut-être pas payés comme un salarié, parce qu'ils doivent être formés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et pour que soit des jeunes qui ensuite soient vraiment opérationnels quand ils arrivent sur une ferme. Mais moi, j'en ai vraiment quelque chose à faire. J'en ai des jeunes qui sont formés aussi sur des exploitations conventionnelles et pro-conventionnelles, et du coup, il y a une mauvaise dynamique parfois aussi. C'est vrai que les jeunes sont... Bon, c'est vrai que c'est difficile, mais ils sont très attachés au tracteur, pour le coup. Il y en a qui aiment le machinisme. Ouais, et c'est vraiment sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Il faut voir, le machinisme séduit les jeunes. Et les garçons. Les garçons, plus. C'est vrai que beaucoup plus. C'est très testostéroné, je pense. Je sais pas. Les grosses roues. Ouais, exactement. Mais bon, je pense qu'il faut sensibiliser aussi, je pense, les maîtres d'apprentissage. Vraiment. Ils ont une mission énorme. Est-ce qu'il y a encore des clichés en fait l'agroécologie, la permaculture et le bio, c'est retourner au soc à bœufs ou des trucs comme ça, ou ça va, c'est un peu passé dans le milieu? C'est un peu passé, mais souvent quand dans les campagnes, on parlait tout à l'heure de monoculture, quelqu'un qui avait travaillé une des terres un peu sales ou autre, la première réflexe c'est ça c'est un bio. C'est vrai que c'est très cliché, quoi. Ouais. Mais après, je trouve qu'il faut arrêter d'opposer agriculture et écologie, quoi. C'est vraiment. Et je pense que quand même, ça infuse de plus en plus. Je pense qu'il y a 10 ans encore, le bio, c'était le baba cool, dreadlock, machin. Tu prends pas de douche. Voilà, exactement. Je pense que ça a vraiment évolué. Maintenant, ce qui reste toujours, c'est la crainte. Et moi, je le vois avec la crise du bio là, en ce moment. Il y en a plein d'agriculteurs qui sont pas en bio, qui l'ont pas fait. Quelque part qui se sentent rassurés parce que ça va mal dans le bio. Ils disent, j'ai bien fait de pas y aller. Mais qui se sont quand même posé la question à un moment. Donc, je pense que si le bio repart, et je suis certain que le bio va repartir et que ça ira mieux à relativement court terme, je pense que d'autres se reposeront de nouveau la question. Donc, à mon avis, ça avance. C'est une cause qui avance. Mais on n'y est pas tout à fait. Après, sans être extrémiste, aussi le bio...
on a perdu les consommateurs. On a proposé des produits hyper transformés qui venaient de l'autre bout du monde. Le consommateur, à un moment donné, s'est dit, il y a eu quelques mauvais médias qui ont contribué à allumer l'incendie. Mais c'est vrai que moi, je pense le bio, il faut être encore plus exigeant pour le bio. J'en parlais avec des groupements sur les labels. En fait, on a une pollution aussi au cuivre en arboriculture. Il faut faire très attention. Le bio, il faut encore, plutôt qu'aujourd'hui de réduire les exigences, même au sein du bio. Mais je pense que c'est le moment où, au niveau, il faut faire monter en gamme encore le label bio. Et ça, moi, je suis un fervent défenseur de cela. Est-ce que c'est facile d'avoir une approche un peu comme la tienne, qui est très intellectuelle de ta terre? Ou est-ce que ça demande quelque chose qui est très différent de tout ce qu'on voit aujourd'hui? Moi, j'aime lire, j'adore ça, je lis c'est vrai qu'il faut être curieux, en fait, mais c'est la nature. Hein. Parce qu'on n'a pas trop parlé, mais tu disais, en fait, tu m'as dit tout à l'heure le mot entrepreneur, mais on n'en a pas trop parlé. Mais effectivement, est-ce qu'en fait, tu peux plus juste être paysan, agriculteur, quoi? Non, c'est très difficile. Et c'est vrai que, on en parlait, mais c'est vrai que souvent, je dis à des jeunes qui n'aiment pas l'administratif, qui n'aiment pas rester salarié agricole. Vous allez bien mieux vivre votre passion que d'aller vous embêter avec des tracasseries qui sont énormes. Enfin, on a des charges stratosphériques. On voit, c'est une activité qui fait 1 à 2 personnes, mais avec des niveaux de dépenses qui sont ceux d'une entreprise de 25 personnes. Quoi. Moi, j'ai toujours dit, je ne regarde pas ce que je gagne. C'est pour ça que le bio m'a convaincu. Je regarde ce que je dépense. Donc, dès que je tourne la clé du tracteur, moi, le compteur, il tourne. Quoi. Je fais très attention. Quoi. Et ça, moi, aller me balader, faire du tracteur, au début, c'était sympa. Mais non. Tu fais comme tous les agriculteurs en bio. De toute façon, tu fais le tour de tes champs à vélo, toi. Ah oui, exactement. Là, c'est un peu compliqué. Quand même. Mais non, c'est vrai que j'aimerais. Ce serait bien. Vélo électrique, c'est ça? Ouais, ou même un véhicule intermédiaire. C'est des petits trucs à 4 roues. À pédale, quand même. Tu vois. Ouais, à pédale. Ouais. Mais ouais. Après, il faut espérer qu'on n'aura pas besoin que de profils comme David, qui est quand même, je pense, un profil assez exceptionnel, quoi. Enfin, formé tout seul. Hop, on prend le compliment, casquette. Non, mais si on a besoin forcément de profils comme David pour transitionner en agriculture, on va vraiment vite être confronté à une grosse difficulté. Donc, il faudrait combien de fèves en France pour transformer l'agriculture? En fonction de avec notre ambition... je pense qu'il ne sera pas simple à tenir d'à peu près acquérir 200 fermes par an, acquérir et installer 200 fermes par an. On ne représentera que 1% des transmissions annuelles. Il faudrait donc 100 fèves dans 4-5 ans pour que le boulot soit fait sur l'intégralité du territoire français. Donc je ne suis pas pessimiste, mais on restera quand même relativement petit. Sur l'agricole, donc la solution ne viendra pas de fèves, elle viendra aussi d'un changement global d'approche et de mentalité. Donc l'État, effectivement, devra avoir une action de fond assez lourde, surtout sur les filières. Enfin, je pense qu'un des gros soucis, c'est les filières. Mais j'arrive pas à être très, très optimiste pour les 10 prochaines années quand on sait qu'il y a un quart des agriculteurs qui ont plus de 60 ans, qui partent à la retraite dans moins de 10 ans, ou dans 10 ans en tout cas, s'ils y arrivent. J'ai du mal à me dire que ça va être ok, quoi. Est-ce que du coup qu'est-ce qui se passe dans le cas où on n'y arrive pas? C'est pessimiste. Non, c'est ça. Je pense qu'il faut je pense qu'il faut essayer d'essayer de comprendre le niveau de l'engagement qu'on doit avoir à partir de maintenant pour voir pour ne pas nier ce qui se passe quand même, quoi. Mais je pense que ça dépend quand même des pouvoirs publics. Enfin là, il faut vraiment c'est au niveau là, si on n'arrive pas à remplir à mettre suffisamment d'agriculteurs sur le terrain, par exemple, d'ici 10 ans, rien que pour, même sans parler de transformation, rien que pour remplacer les départs, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire juste qu'on a des fermes en friche et qu'on importe de la matière première agricole, ou est-ce que c'est quoi? Non, je pense qu'on aura des fermes encore plus grandes et avec plutôt des entrepreneurs à la tête de ferme ou des patrons à la tête de ferme avec des salariats, parce que le salariat, je pense qu'on en trouvera. Il y a pas mal de profils qui accepteront tout à fait d'être salariés sur des fermes, encore que le recrutement est toujours simple. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Mais voilà, ce sera ça. Je pense pas que la France va se désertifier, surtout si les prix sur les matières remontent, sur l'aval agricole remonte, on trouvera du monde. Mais par contre, pas forcément avec les profils qu'on attend. Pour faire une transition agroécologique. C'est plutôt ça le problème.
À tous les auditeurs, installez-vous. Allez-y, n'hésitez pas. Mais au salon, d'ailleurs, on trouve beaucoup de jeunes et avec les têtes très bien faites qui se posent la question. Et ça, je trouve que c'est un super indicateur. Il y a 10 ans, l'agriculture, c'était totalement has-been. Maintenant, ça devient un vrai sujet de préoccupation. Il y a plein de jeunes qui ne sont pas du tout issus du milieu, qui ont fait HEC, les grandes écoles d'ingénieurs, qui disent moi, ça m'intéresse, j'ai envie d'y aller. Donc, ça, c'est un très bon signe. Alors, même s'ils ne sautent pas le pas, si ils réfléchissent, si on va dire l'intelligentsia commence à y réfléchir et que ça devient un truc trendy, pour moi, ça veut dire que ça va infuser, que l'agriculture va recouvrir un peu d'attractivité. J'ai deux amis qui se lancent là, qui quittent des boulots dans l'opérationnel ou dans la pub d'ailleurs pour aller dans le... Voilà, donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Il ne faut pas être totalement pessimiste, il y a un truc qui se passe. Et c'est quoi votre espoir là pour les 10 prochaines années alors ? Terminer sur une note plus positive, puisque sinon après David il va me faire les yeux noirs. Moi j'aimerais bien qu'on fasse que le shift préconise, c'est-à-dire que si dans les 10 ans on arrive à mettre... Le shift project, pas le shift project, d'ailleurs on préconise les mêmes choses a priori, mais... Si on arrive à mettre 500 000 personnes de plus sur les exploitations agricoles, je pense qu'on aura gagné. Je pense que ce sera difficile, mais il faut essayer. 2% de la population, non, 5% de la population active, on est quoi, 20 millions, 25 millions d'actifs, donc ça représente pas grand-chose, mais il faut qu'on le fasse. Vraiment une note d'optimisme, ambition, ayons de l'ambition pour notre modèle, quoi. C'est vrai que essayons de faire des belles choses, quoi. Je pense qu'on a le pays, on dit souvent que c'est la plus belle agriculture du monde. Bon, je suis un peu plus critique, mais c'est vrai que je pense qu'on peut s'améliorer et vraiment faire de belles choses. Arrêtons de chercher à concurrencer d'autres pays. Imposons des clauses miroirs, vraiment, que ceux qui rentrent... c'est une catastrophe ça, aujourd'hui. Et ça, vraiment, c'est là où je dis toujours, c'est les pouvoirs publics qui ont les clés. Mais ayons de l'ambition. Vraiment. Clause miroir, c'est veut dire ce qu'on nous impose, qu'on l'impose aussi à ceux qui veulent importer les produits chez nous. Oui, exactement. Et ça, et puis la grande distribution, parce que les recommandations, c'est la grande distribution. Mais puis les pouvoirs publics accompagner financièrement, après aussi sur l'aspect formation, mais c'est sûr, je pense. Super. Écoutez, merci à tous les deux pour ce super épisode de The Big Shift. Si merci vous êtes beaucoup. Encore là, c'est que vous êtes notre auditeur préféré. N'hésitez surtout pas à aller mettre 5 étoiles, à mettre un commentaire sur votre appli de podcast. Ça nous aide énormément à progresser, à faire grandir le podcast, à le faire découvrir à plus de monde. C'est le bouche à oreille qui nous aide le plus. On a réussi à valider cette information-là. Donc, partagez cet épisode à votre copain qui va être intéressé, à votre copine qui a envie de se mettre en bio, si elle est déjà agricultrice ou alors qui a envie de reprendre une ferme, je suis sûr que ça les intéressera. Je vous partage aussi un lien vers l'épisode avec Perrine Hervé-Gruyer qu'on a enregistré l'année dernière, qui était super intéressant et qui complète bien ce qu'on vient de dire aujourd'hui. On va faire en sorte que cet épisode sorte pas trop tard après le salon de l'agriculture pour qu'il soit bien d'actualité. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt. Salut tous les deux. Salut. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.